Le CEDIF assure une mission de service public pour produire et distribuer de l'eau potable aux habitants de son territoire. En 2020, il dessert 151 communes pour près de 4,7 millions d'usagers. Il distribue 800 millions de litres d'eau par jour, principalement grâce à ses 3 usines de traitement d'eau superficielle de la Seine, la Marne et l'Oise. Le patrimoine du CEDIF inclut par ailleurs 5 usines de production d'eau à partir de nappes souterraines, assurant un service minimum en cas de crise. Il est le plus grand service public d'eau potable français et l'un des tout premiers en Europe. En 2020, le CEDIF a mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la continuité de ce service public essentiel. La mobilisation sans faille des agents du CEDIF pendant cette période complexe montre son engagement auprès des territoires et des usagers. Il a notamment continué à effectuer plus de 420 000 analyses pour surveiller son eau et garantir une qualité d'eau irréprochable. Dès mars 2020, tous les usagers du CEDIF étaient rassurés sur la qualité de l'eau délivrée, un service essentiel qui l'est encore davantage lorsque les populations sont confinées et au moment où se laver les mains régulièrement est l'un des gestes barrières les plus importants comme rempart contre la transmission de la maladie. Pour assurer la maintenance et le renouvellement régulier de ces infrastructures, le CEDIF a investi 91 millions d'euros en travaux cette année, mais aussi pour soutenir l'activité économique de son territoire. En 2020, le CEDIF a poursuivi ses études visant à étendre la technologie d'osmose inverse basse pression, OIBP, à ses usines d'Arvigny, Méry-sur-Oise, Choisy-le-Roi et Neuilly-sur-Marne. Le projet, vers une eau pure sans calcaire et sans chlore, a pour objectif de délivrer une eau toujours plus pure, très douce, agréable à boire, sans perturbateurs endocriniens et sans résidus plastiques. Le CEDIF poursuit son action pour maintenir sa neutralité carbone et s'inscrire dans les objectifs du plan climat-eau-énergie en réutilisant la chaleur produite par ses installations et en compensant ses émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Ces innovations permettent au CEDIF de toujours délivrer une eau d'excellente qualité au bénéfice de tous, à un prix maîtrisé, en baisse de 10 centimes au 1er janvier 2020, revenu au prix en vigueur en 1998. Acteur de proximité solidaire, le CEDIF se mobilise pour aider les foyers fragilisés sur ces territoires. Il consacre 1% des recettes de vente d'eau, soit 2,5 millions par an, à son programme Eau solidaire. Au-delà des frontières, le CEDIF a contribué en 2020 à 21 opérations dans 14 pays pour plus de 2 millions d'euros. Parce qu'il est un acteur performant, engagé et durable au service des collectivités territoriales et des habitants, le CEDIF entretient et garde la confiance de ses membres. Année d'élection, 2020 salue l'arrivée de nouveaux délégués. 4 sessions de formation leur ont permis de se former au fonctionnement et aux enjeux du service public de l'eau malgré la crise sanitaire. Les nouveaux délégués ont réélu André Santini président et ont engagé leurs réflexions et leurs débats sur le choix du mode de gestion à l'horizon 2024. En s'appuyant sur les études menées en toute transparence par une équipe pluridisciplinaire et indépendante. En anticipant les enjeux d'avenir, le CEDIF se positionne comme un acteur innovant, performant et durable au service des collectivités territoriales et des citoyens. Good morning, good afternoon, good evening, dear participants. Bonjour, chers participants. Bienvenue à cette session qui s'intitule Outils de planification. La présidente de cette session est Madame Maria Salvetti, qui est analyste des politiques seniors à l'OCDE. Madame Salvetti, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un très grand
plaisir pour moi que de présider cette session sur les outils de planification, surtout dans la mesure où le programme de gouvernance de l'eau de l'OCDE a été lancé il y a près d'un an et s'occupe justement de l'eau au niveau des villes. Et donc, aujourd'hui, nous avons 4 intervenants prévus pour cet après-midi. Et notre première intervenante s'appelle Mariam Momdjan. Bienvenue. Et Mariam est responsable de la division tarifaire au sein du département de la tarification dans la commission de régulation en Arménie. Elle est là, elle y travaille depuis 2006. Elle est docteure en sciences économiques et elle intervient également à l'université arméno-russe dans la chaire entreprise et économie. Elle travaille dans le domaine de la numérisation des services publics et la conséquence en termes socio-économiques. Donc, Mariam va faire une intervention sur le rôle des régulateurs dans l'aide à la réalisation du droit d'accès à une quantité minimale d'eau potable. Myriam, vous avez la parole. Merci. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici avec vous à cette conférence et d'en apprendre davantage sur les sujets que nous traitons. Je vais faire une brève présentation sur le sujet du rôle des régulateurs dans l'aide à la réalisation du droit d'accès à une quantité minimale d'eau potable. En résumé, ce que je veux dire, c'est que le régulateur, parfois, trouve qu'il est très difficile d'arriver à cet équilibre entre les facteurs sociaux et économiques de la régulation des services de l'eau. Parce que notre régulation, et pas simplement la nôtre d'ailleurs, mais en général, la régulation se fonde sur la recherche de revenus minimum requis et de calculer également les revenus nécessaires et les recettes nécessaires pour pouvoir apporter un service de l'eau aux clients. Mais par ailleurs, les clients ne peuvent pas toujours payer pour ce service de l'eau, ne peuvent pas toujours donc assurer les recettes et un grand nombre de clients ou d'usagers ont des problèmes d'accès à l'eau potable. C'est la raison pour laquelle il faut analyser les stratégies de l'eau des différents pays et pour ce faire, il faut renseigner les décideurs politiques qui sont dans un grand nombre de pays au niveau des ministères et il faut concevoir la réglementation sur la base de cette stratégie, de ces stratégies de l'eau du pays. Les questions principales qui se posent pour ces politiques de l'eau sont, comme je l'ai déjà mentionné, déterminer le niveau optimal de cet équilibre entre les aspects économiques et sociaux de la politique de l'eau et ensuite la question de savoir comment y parvenir. Et le rôle du régulateur est principalement lié au deuxième objectif, à la deuxième question. À cette fin, les régulateurs réalisent des analyses coûts-bénéfices et font des calculs du cumul des bénéfices ou des avantages de la régulation. Et lorsqu'ils font ce calcul, ils doivent estimer l'impact des outils de régulation sur les aspects sociaux dans le pays et quel est l'impact en fait des politiques de régulation sur la situation sociale des usagers. Et donc,
À ce titre, le rôle premier des régulateurs, bien évidemment, est de déterminer la tarification des services d'alimentation en eau. Et ceci signifie que la tarification de l'eau est le facteur premier qui va influer sur le droit d'accès aux services de l'eau pour les usagers. Les régulateurs doivent tenir compte, bien sûr, des principaux principes qui déterminent la stratégie des politiques de l'eau des pays, qui sont les suivants. Tout d'abord, l'élaboration des différentes fonctionnalités et caractéristiques. Bien sûr, le régulateur doit utiliser et mettre en place une approche différenciée en tenant compte des recettes et du niveau de revenus des utilisateurs et des coûts qui sont liés à la fourniture des services dans chacune des régions. Deuxièmement, il y a un principe de clarté qui doit être apporté. L'ensemble des régulateurs doivent organiser les processus de planification en tenant compte de la participation des parties prenantes et doivent rester ouverts, doivent être transparents et flexibles pour l'organisation de réunions afin de répondre aux besoins des utilisateurs des différentes régions. D'autres principes, eh bien, il y a d'abord la justice, l'équité, l'ensemble des processus, par exemple, pour la définition de la tarification ou pour la distribution des ressources selon les régions. Et auprès des différents clients doit se fonder sur un principe de justice. Et puis, il y a un autre principe qui est celui de l'échelle. Le processus de planification doit tenir compte de stratégies à la fois nationales et locales dans la mise en œuvre de ces stratégies. Et ces stratégies doivent apporter une cohérence et une flexibilité au niveau local et national. Toutes ces valeurs doivent être intégrées dans les approches réglementaires dans les différents pays et doivent donc être prises en compte lorsque l'on détermine les tarifs des services d'alimentation en eau. Mais au cours de leurs activités, les régulateurs rencontrent également un certain nombre d'obstacles. Et ces obstacles sont liés, par exemple, à des obstacles institutionnels, à la gouvernance. Par exemple, comme je l'ai déjà mentionné, nous avons différentes institutions en matière de régulation et d'élaboration des politiques. Et il y a là certaines barrières, certains obstacles, parce que parfois, le ministère responsable des politiques de services de l'eau a d'autres intérêts que ceux des régulateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des conflits en matière d'activité. Deuxième type d'obstacle qui est lié à l'insuffisance de l'information et des données. Ceci peut être lié à des obstacles de nature technologique, parce que, par exemple, il y a des régions où les clients, par exemple, ne peuvent pas utiliser d'outils technologiques, ne peuvent pas utiliser ces équipements technologiques et nous recevons à ce moment-là aussi des données qui sont incomplètes ou qui ne viennent pas au bon moment. Il y a d'autres obstacles qui sont de nature financière. Ceci est lié principalement aux besoins en ressources financières pour investir dans les régions
où tous les usagers n'ont pas accès à de l'eau potable et ces investissements ne peuvent être réalisés que par l'État, mais il se peut que ces investissements soient insuffisants et ne permettent pas aux services de l'eau de recevoir suffisamment de recettes. Et puis, le dernier point, bien évidemment, concerne les faibles revenus de certains des consommateurs. Récemment, l'ensemble des régulateurs ont commencé à tenir compte de la situation de leurs clients, de leurs usagers, dans la définition des tarifs. Par exemple, il y a un nouveau groupe de clients ou d'usagers que l'on appelle les usagers vulnérables. Et ceci signifie que toutes les décisions qui sont prises par le régulateur doivent être jugées à l'aune de l'impact sur ces groupes plus vulnérables. Et ces groupes peuvent aussi être des régions. La planification réglementaire de la régulation doit inclure une évaluation du risque social et collecter également des données de référence sur la vulnérabilité, ce qui est absolument indispensable pour le régulateur aujourd'hui. Cette fonction nécessite beaucoup de ressources humaines, financières. Deuxièmement, cette fonction inclut également une évaluation de l'impact réglementaire en tenant compte de l'impact donc de la réglementation sur les aspects sectoriels et régionaux des politiques. Et donc, par exemple, si l'on a des tarifs élevés, ceci va avoir un impact sur le prix d'autres services ou d'autres biens qui peuvent être des biens de consommation courante. Troisième élément, l'élaboration d'un système d'évaluation et de suivi réglementaire. À cette ère de la numérisation, eh bien, il faut mettre à jour l'ensemble de nos outils et dans notre système d'évaluation et de suivi, il nous faut utiliser toutes les opportunités qui nous sont offertes par les technologies de l'information. Autre défi pour le régulateur, élargir le champ du financement et l'indépendance du régulateur pour l'organisation de ses activités de telle façon qu'il puisse véritablement avoir une activité qui corresponde à ses objectifs, tout en apportant une efficacité dans la fourniture des services de l'eau. Et puis, tout ceci doit amener à la réduction des risques et à l'équilibre entre fournisseurs et clients, tout en apportant donc des services pour l'ensemble des groupes d'usagers. Ici, nous pouvons voir quels sont les facteurs qui influent sur la mise en œuvre de projets permettant d'assurer l'accès aux ressources en eau. Ces facteurs sont les suivants: la distance entre la ressource et l'usager, la prévisibilité, la flexibilité du système, les incitations tarifaires, la régulation de la demande, l'efficacité de la régulation et également tout ce qui concerne les questions d'égalité. Tenant compte de l'ensemble des défis et facteurs que j'ai mentionnés, je voudrais vous présenter brièvement la situation actuelle de la régulation du secteur de l'eau en Arménie. Notre gouvernement, en 2014,
a établi que l'utilisation et la maintenance des systèmes d'eau seraient réalisées par un opérateur dans le cadre d'un partenariat public-privé, et ceci pendant une période de 15 ans, avec une licence accordée pour cette période. Donc, un appel d'offres international a été organisé. Un certain nombre donc, de documents d'appel d'offres ont été élaborés, ce qui inclut également les conditions de licence pour l'entreprise sélectionnée, avec aussi la définition de tarifs minimum, qui était une condition nécessaire pour la participation. Ce tarif n'a pas été calculé sur la base de coûts. Ce tarif était une proposition de Veolia, de l'organisation Veolia, et ce tarif de base est ajusté chaque année en tenant compte de 4 facteurs principaux. Je voulais ajouter également que cette entreprise, Veolia, donc, travaille avec environ la moitié des communautés en Arménie. Donc, il y a 950 communautés ou municipalités en Arménie, mais seules 410, en fait, sont incluses dans le contrat de service de l'eau de cet opérateur. D'autres communautés s'organisent dans l'alimentation en eau et donc organisent leur propre système d'eau. Et malheureusement, il reste également un certain nombre de communautés ou municipalités qui n'ont pas un accès à l'eau très régulier. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a un certain nombre de facteurs pour l'ajustement tarifaire dans le secteur de l'eau en Arménie. Ces facteurs sont examinés chaque année au moment du réajustement tarifaire. Voici les conclusions. Ça signifie en fait que tous les investissements qui sont faits dans le secteur de l'eau doivent être de nature intersectorielle, doivent être pris en compte dans le tarif, doivent apporter des avantages multiples à différents clients et usagers, et également à l'État, et doivent être efficaces selon les régions et doivent également tenir compte des besoins des parties prenantes. Et dans le cadre de ce processus, toutes les décisions de régulation doivent être adoptées en tenant compte de l'impact social de la décision. Merci beaucoup et je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions éventuelles. Merci beaucoup, Mariam. En fait, on aura une séance de questions-réponses une fois qu'on aura entendu les 4 présentations. Et c'est une transition parfaite pour moi pour vous rappeler à tous que vous pouvez poser des questions par l'intermédiaire du chat et également par le QR qui est à votre disposition. Donc, nous ferons votre voix, votre porte-parole pour lire vos questions. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole à notre intervenant suivant, Uche Ogbena, qui est un doctorant nigérian à l'École des ressources naturelles. Et son travail de recherche se situe à l'intersection des paysages, de l'éco-hydrologie, et de la stoichiométrie écologique. Voilà, j'espère que j'ai bien dit cela. Et donc, Uche va parler de l'influence des changements de paysage sur le débit des bassins versants urbains avec une étude de cas.
Donc, Uche, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Uche Kuku et je suis doctorant à l'École des ressources naturelles avec des liens avec le Nebraska aux États-Unis. Et je vais vous présenter aujourd'hui une étude de cas du bassin versant de Noaori-Otamiri au Nigeria, qui fait l'objet de ma thèse. Ce résumé présente la structure de ma présentation, un peu d'historique, l'étude du problème, etc. Alors, pour ce qui est de l'étude et le contexte de l'étude, si vous regardez les cartographies des villes de l'OCDE, on parle du Nigeria. Et il y a pas mal de changements selon les Nations Unies. Il y a une transition du rural vers l'urbain entre 1977 et 2012. Donc, les systèmes naturels répondent à ces distorsions à cause de ce mouvement, à cause de cette transition des zones rurales vers les zones urbaines. Ça a une influence sur la qualité et la quantité de l'eau. Et il y a des questions concernant les inondations aussi qui sont assez fréquentes. Depuis 77%, il y a eu une modification de 77% des terres agricoles vers une végétation ou une végétation légère ces terres ont été récupérées pour créer des zones bâties. Donc, quel est le problème? On essaye de résoudre cette question. Déjà, on essaie de savoir comment gérer la situation, mais nous essayons de gérer essentiellement les urgences, alors qu'il faut une étude approfondie dès la base du problème, la racine du problème. Il faut comprendre ce qui se passe. Très peu de gens, quand ils parlent des inondations, essayent de réfléchir aux processus qui ont conduit à cette inondation. Et c'est pour cela qu'il nous faut une recherche intégrée, un cadre intégré pour gérer toutes ces questions. Alors, ça, c'est une petite description de la région étudiée. C'est au sud-est du Nigeria. Vous voyez donc les noms des États. Et il y a donc deux bassins versants. Il y a deux rivières. Essentiellement, nous essayons de voir quel est le débit de ces fleuves. Nous essayons également de caractériser les bassins versants et les caractéristiques de drainage également. Donc, en fonction de nos ressources, nous avons donc fait cette étude. Voici quelques-uns des résultats. Le bassin versant a également des sous-bassins et c'est le sous-bassin 11 où il y a le plus grand potentiel d'inondation parce que c'est ce bassin qui a un débit de pic, débit de pointe très élevé. Et il y a également les résultats de ce qu'on appelle le Stream Order Analysis qui a été établi et qui a montré qu'un bassin de troisième ordre a été établi.
et les caractéristiques de drainage ont également été étudiées. Alors, là, vous voyez que en orange ou en marron, ce sont des zones bâties. Vous voyez l'expansion au fil du temps de gauche à droite jusqu'en bas, donc tout en haut à gauche jusqu'à tout en bas à droite. Donc, vous voyez l'expansion de la zone bâtie. Et les parties vertes représentent les végétations et les terres agricoles, alors que les parties marron, orange représentent tout ce qui est surface bâtie. Vous voyez tout en haut à gauche la carte en 1977. Et puis ensuite, en 2006, en haut à droite, en bas à gauche en 2012, et puis en bas à droite, ce que cela représentait en 2018. Donc, vous voyez le taux et le niveau d'urbanisation qui a eu lieu à cause d'un changement démographique. Et entre 1977 et 2018, il y a beaucoup de terres agricoles qui ont été perdues et il y a eu de plus en plus de surfaces bâties. Entre 2006 et 2012, la végétation a été perdue à cause des constructions et c'était les réseaux routiers qui se sont transformés au taux le plus élevé. Donc, ces changements ont des implications écologiques et ont un impact sur les systèmes aquatiques. Entre 2012 et 2018, il y a eu la conversion de la végétation légère. Et là, ce sont les bassins versants qui ont connu le changement le plus rapide parce que il y a eu la construction des routes autour de tous ces endroits et donc, il y a eu beaucoup de travaux qui ont eu un impact sur ces bassins versants. Vous voyez ici un tableau de la couverture terrestre et l'occupation des sols au fil du temps. Alors, pour ce qui est de la pluviométrie annuelle, entre 1974 et 2018, nous avons connu des précipitations annuelles de 2346,59 mm. La plus faible était de 1641,5 en 1998 et les précipitations les plus importantes étaient en 2009, de 1916. Mais il n'y avait pas vraiment une tendance. C'était impossible d'établir une tendance. Et on était dans la capacité de dire si c'était une tendance vers la hausse ou vers la baisse. Donc, cette analyse n'a pas pu dégager une tendance. Alors, pour ce qui est de la réponse hydrologique, nous avons utilisé des données intégrées dans notre étude pour étudier le taux d'imperméabilité. Nous avons utilisé des données venant des populations et l'occupation des sols, encore une fois, pour étudier l'imperméabilité. Et nous avons utilisé cela comme paramètre pour effectuer des simulations. Le débit de pointe le plus élevé était observé dans le bassin numéro 11, qui était le bassin le plus grand déjà. Et nous avions, depuis 1977, nous avions 4,95
14 mètres cubes par seconde de débit, alors que le vrai débit était de 5,88. Donc, nous avons dit que ça, c'était un chiffre de déversement relativement faible en 2006. On est passé de 4,94 à 22,95 mètres cubes par seconde. Ça, c'était en 2006, c'est-à-dire après plus de 26 ans, nous avons pu constater une vraie augmentation dans le débit. Cela veut dire une plus grande imperméabilité, pas de filtration, les précipitations se déversaient dans ce système directement. Et qu'en était-il du drainage? Est-ce que les systèmes de drainage étaient capables d'absorber de tels débits? C'était une des questions qui a été étudiée. En 2012, il y avait également une petite réduction, mais quand même une augmentation par rapport à 1977. Nous ne savons pas encore avec certitude. Il y a des études qui sont en cours. Nous pensons qu'il s'agit d'une fraction de l'augmentation. En 2018, il y avait également une augmentation à 23,09 mètres cubes par seconde. Donc, ces scénarios n'ont pas seulement des implications en ce qui concerne l'impact sur l'écosystème, mais également en ce qui concerne l'impact sur les humains. Cette augmentation de débit conduisent à une perte perte et de dégâts matériels et également des pertes de vie et d'écosystèmes. Pour conclure, cette recherche nous donne des éléments contextuels qui nous permettent de comprendre comment la modification de la couverture terrestre et les occupations des sols altèrent les débits hydrologiques naturels. Et nous avons essayé de mesurer ces débits avec des outils simples à distance. Nous avons déjà pu obtenir des données de l'autorité des bassins hydrologiques. Nous avons essayé d'étudier des données qui existaient déjà afin de pouvoir les analyser et prendre les décisions les plus appropriées. Nous sommes intéressés par la compréhension des effets sur les structures et les fonctions écologiques. C'est ça qui va nous aider à développer des approches et des politiques durables. Et c'est pour cela que c'est important qu'il faut s'adresser à ce problème et tout en améliorant les services écologiques qui peuvent en découler dans cette région. Avant, cette rivière était très importante pour la région, mais on peut dire que la qualité de l'eau s'est beaucoup dégradée au fil du temps. Les politiques ne sont pas appropriées pour gérer ce problème. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Vous avez mon adresse email si vous souhaitez m'écrire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Nous reviendrons vers vous dans la session de questions-réponses. Alors, maintenant, je vais passer à la présentation suivante et de la part de Eloisa Suarez de Moracosta. Elle est professeure au département de la géographie à l'Université fédérale de Minas Gerais au Brésil. Elle a également un diplôme d'architecture de l'Université de Rio de Janeiro, une maîtrise dans la planification
urbaine et un doctorat de, également de l'Université de Minas Gerais et est également professeur. Et ces domaines de recherche comprennent la planification urbaine, la politique urbaine et les implications sociales et environnementales. Votre présentation sera sur l'eau et la terre, la culture et la société, comment les réunir dans la planification métropolitaine. Quelques réflexions à partir d'une expérience brésilienne. C'est à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir choisi cette recherche et cette publication qui a été préparée par moi-même, Geraldo Costa, Nilo Nascimento et Vanessa Cansado. Ils viennent tous de la même université fédérale de Minas Gerais que moi. Et on va partager donc les fruits de cette recherche. Voici donc le résumé de ma présentation, une introduction avec les hypothèses et les principes clés, le processus de planification du métropole, quelques informations sur le bassin. Ensuite, nous allons donner quelques exemples de planification au niveau local, à savoir au niveau municipal, et ensuite des conclusions. Quelles sont donc les hypothèses et les principes clés? Il y a d'abord l'idée que les politiques de terre et de l'eau sont étroitement liées. Et lorsqu'on parle des zones périurbaines dans le sud, il faut savoir qu'il s'agit dans ces zones d'une urbanisation très rapide et intense, marquée par une structure sociale informelle, beaucoup d'inégalités et des politiques environnementales, sociales et territoriales qui sont difficiles à appliquer. Très souvent, le rôle de la nature dans l'urbanisation est marqué par l'invisibilité et il n'y a pas d'égard pour cela et les solutions techniques qui existent sont quand même très difficiles à mettre en œuvre. Mais nous avons vu un changement dans les quelques dernières décennies dans ce qui concerne la réglementation environnementale et urbaine, dans la conception des projets, dans la définition des frontières territoriales naturelles et l'adoption de méthodologies participatives en matière de planification. L'idée que la gouvernance inclusive est un processus de autonomisation et c'est un élément clé pour maintenir les réalisations collectives et également pour faire face aux pressions privées et des entreprises sur la terre et sur l'eau. Donc, le processus de planification qui a été fait dans notre université avec le concours des autorités municipales et métropolitaines. Donc, tout cela faisait partie d'un processus. Alors, la région métropolitaine est composée de 34 municipalités avec une population de 5,9 millions et un territoire de 10 000 mètres carrés. Le processus de planification a été divisé en 3 phases qui a couvert une période de 10 ans. Le plan métropolitain déjà, ensuite le macro-zonage et ensuite la révision de 11 plans directeurs au niveau local pour toutes les municipalités. Et ensuite, évidemment, ce qui a découlé de ces phases, c'est de nombreuses politiques intégrées, programmes, de projets. Et il y en avait beaucoup qui avaient un lien avec l'environnement. Je n'ai pas le temps de les parcourir tous. Les connaissances méthodologiques ainsi que les connaissances techniques et académiques ont été utilisées ainsi que l'expérience des riverains.
nous avons utilisé deux outils de planification. D'abord, la définition de zones d'intérêt métropolitain qui était définie par la protection environnementale de l'occupation des sols, comme les bassins versants pour l'eau potable, le paysage, le patrimoine environnemental, l'infrastructure, etc. Et deuxièmement, c'était le réseau vert et bleu qui était inspiré de l'expérience française et l'urbanisation et la nature dans ce contexte convergent et on arrive à une proposition restructurante territoriale avec plus de résilience des régions métropolitaines, de meilleurs outils de planification, l'adaptation au changement climatique et tout cela est détaillé au niveau municipal. Nous avons sélectionné l'un des bassins, le Serra Azul, et c'est l'une des principales sources d'eau potable pour la région métropolitaine qui alimente environ 14% de la population. Et c'est une zone strictement protégée qui contribue directement au réservoir avec presque 70% de végétation endémique. Ça inclut 4 municipalités, y compris donc les deux que je vais mentionner, Igarapé et Mateus Lem. Les activités sont principalement de l'agriculture traditionnelle avec des producteurs ruraux qui sont utilisés comme cible d'un programme qui se concentre sur un paiement en espèces pour des services écosystémiques. C'est un programme très intéressant à Igarapé qui s'appelle le Guardian Project et qui est financé et encouragé par la municipalité plus l'Agence nationale de l'eau. La région est également la cible d'une nouvelle politique foncière où l'on a des systèmes d'adduction d'eau irréguliers et des systèmes d'assainissement inadéquats avec un processus d'urbanisation à faible densité qui entraîne la déforestation et l'érosion. Et puis, il y a aussi une exploitation minière, urbanisation, agriculture conventionnelle, qui sont les principales menaces de l'utilisation durable des terres et de l'eau. Et donc, on a développé l'approche TVA, la trame verte et bleue, comme approche de développement durable pour cette zone. Alors, le processus de planification au niveau municipal consiste à la révision des schémas directeurs. Cette planification s'est orientée sur les points suivants, à savoir que d'abord, on allait se fonder sur les relations sociales horizontales en réunissant les connaissances techniques et les compétences émanant de la vie quotidienne, avec aussi un engagement en matière de transformation environnementale, sociale, politique et économique et en introduisant les citoyens comme sujet de planification. La révision des schémas directeurs s'est concentrée sur une gouvernance inclusive et sur cette trame verte et bleue qui a été discutée pendant tout ce processus, et en particulier où les zones ont été discutées et démarquées. Et puis, ici, vous voyez sur le diagramme ce qui est proposé pour la trame verte et bleue en vert et les 11 municipalités dont les schémas directeurs ont été révisés. Et ensuite, cette trame verte et bleue a été légitimée par un projet de loi qui intègre le plan métropolitain et un macro-zonage à ce niveau. Pour ce qui concerne la gouvernance, elle implique un processus participatif et également la création d'un groupe municipal de suivi qui s'appelle le Grupo de Acompañamiento, qui est un groupe paritaire avec des représentants de la société civile et des représentants de l'État.
Ce groupe doit devenir ensuite le comité de la ville, c'est-à-dire l'institution principale de planification. Donc, ces schémas directeurs ont permis de contribuer à donner des outils innovants à la planification municipale. Et dans notre papier, nous montrons comment cette trame verte et bleue est un projet de restructuration territoriale nouveau qui inclut l'idée de la fonction sociale de la nature en allant au-delà des simples instruments d'utilisation, des instruments habituels d'occupation des sols. Et donc, l'élaboration des schémas directeurs s'est concentrée sur cette idée d'une planification intégrée, en particulier pour ce qui concerne les politiques des terres et les politiques de l'eau. Et la planification étant un processus et non un produit. Nous avons choisi un exemple, l'une des municipalités qui s'appelle Mateus Leme, à l'intérieur de ce bassin, qui nous a permis de montrer les connexions étroites qu'il y a entre les politiques foncières et d'eau. Ceci a montré que l'on avait donc une trame verte et bleue très étendue et diversifiée, riche, complexe, avec aussi un processus participatif riche et complexe. Nous avons pu également voir qu'il y avait un certain nombre de conflits dans ce contexte. La municipalité se situe à la frontière sud-ouest de la zone métropolitaine, principalement dans le bassin du Serra Azul, avec 30 000 habitants, dont 90%, plus de 90% sont urbains. Cela représente une partie importante du territoire municipal, est une zone de protection de l'environnement, parce qu'il y a là les sources d'eau et le réservoir et aussi du patrimoine naturel important. Mais il y a aussi des usages agricoles classiques dans cette zone et beaucoup de pression pour de nouveaux développements. Donc, on a une TVA, donc une trame verte et bleue, qui présente une certaine diversité et complexité avec les utilisations de l'eau liées et de la végétation liée aussi aux loisirs, à la mobilité des piétons et à d'autres usages durables. Alors, je ne vais pas vous lire tout cela, mais sur cette diapo, vous voyez un exemple du zonage interne de la TVA, de la trame, avec toutes les zones de protection fluviale, usage agroécologique, usage culturel, la zone d'exploitation minière qui est assez importante ici. Il y a beaucoup de pression minière, avec aussi des endroits d'intérêt culturel, des routes dans les parcs, des zones linéaires donc, et puis aussi des voies cyclables. Donc tout ceci pour vous donner une idée de la complexité de la trame et la façon dont elle s'applique à l'ensemble du territoire. Dans le schéma directeur, il y a une citation que je vais vous lire. La trame est un projet de structuration territoriale qui correspond à l'intégration des éléments naturels, urbains et ruraux dans l'ensemble du territoire municipal et de la région métropolitaine afin de répondre aux fonctions sociales de la ville et à la fonction sociale des biens. Et lorsque vous voyez les cartes à droite, eh bien, vous voyez que le TVA représente une partie importante du territoire. Ça nous donne un petit peu l'idée fausse que tout est sous protection environnementale et qu'il n'y a pas d'autres usages qui sont possibles si vous regardez ce qu'il y a à droite. Mais quand on regarde ce qu'il y a à gauche, la carte qui est à gauche, eh bien, on voit l'idée que la trame, la TVA, inclut un grand nombre de fonctions. Et la proposition montre également où se situent les conflits et la résistance qui
a eu jour, qui s'est fait jour au cours des discussions, des ateliers, des discussions participatives sur la définition des zones urbaines rurales, sur l'extension urbaine et l'occupation des sols, avec de très fortes pressions sur les zones rurales et protégées. Avec deux exemples que nous développons plus avant dans le document, sur des différends concernant les usages fonciers à Serra do Elefante, qui est une colline où se posent des questions de protection par opposition à un développement urbain. Et puis un autre conflit entre des incitations agroécologiques dans les zones rurales par opposition à une agriculture intensive traditionnelle basée sur l'agrochimie. Donc là aussi, d'autres zones de conflit. Est-ce que je peux vous demander d'arriver à votre conclusion? Ah ben, c'est parfait, nous y sommes. Très bien. Donc, pour conclure, la TVA, la trame, n'est pas simplement un projet linéaire et urbaniste, c'est plutôt un concept très large de restructuration territoriale. Cette approche inclut les services écosystémiques, apporte des réponses possibles aux menaces liées au climat, tempêtes, inondations, glissements de terrain, etc., et des avantages liés à la biodiversité, l'habitabilité, la régulation, la micro-régulation du climat et la santé publique et la cohérence et la cohésion sociale. Mais ça peut aussi créer, exacerber des inégalités socio-spatiales, ainsi que faire monter des résistances de nature politique associées aux restrictions d'utilisation foncière et de l'eau. Donc, il faut différents outils de planification pour éviter une injustice environnementale et des situations de gentrification verte. L'acceptation de cette trame nécessite de changer de position et de vue sur les relations entre la nature et l'urbanisation du côté des agents sociaux, les fonctionnaires municipaux, les différents particuliers et la société en général. Je souhaiterais vous remercier de votre attention et bien sûr, je suis tout à fait prête à répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Eloïsa, on reviendra bien sûr sur tout cela parce qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver déjà dans le chat. Donc, je vous propose maintenant de passer à notre dernière intervenante de cet après-midi. Il s'agit d'Amba Carvalho. Elle est en master au Brésil. Elle a un diplôme de l'Université de Brasilia et elle travaille au sein de la division sur le changement climatique au ministère de l'écologie au Brésil. Et en 2019, elle a participé au sommet des Nations Unies des jeunes dans la session qui s'occupait des solutions basées sur la nature. Donc, elle va nous faire une présentation sur l'eau, le climat dans les mégapoles et la contribution de la science et de la technologie nucléaire aux écosystèmes et à leurs services. Donc, Amanda, vous avez la parole, je vous en prie. Merci et bonjour. Donc, je démarre. La perte des services apportés par les écosystèmes ont un impact sur le bien-être des personnes et un impact négatif sur le développement. Dans les mégapoles, la promotion du bien-être et la remise en état des écosystèmes sont des défis urgents. Et dans notre monde à prédominance urbaine, nous occupons un grand nombre des espaces disponibles, ce qui a un impact sur la sécurité en matière d'eau. Donc, il faut reconnaître le rôle de la science dans le développement de solutions pour améliorer la résilience des mégapoles. Et notre étude, dans ce contexte, vise à étudier l'application de la technologie et des sciences nucléaires pour la préservation des services écosystémiques pour atteindre les ODD.
Notre étude regarde l'utilisation de ces sciences et technologies nucléaires pour la préservation, l'évaluation et la remise en état des écosystèmes et des services écosystémiques et se concentre sur la sécurité en eau et le changement climatique. Nous souhaitons apporter des solutions basées sur des méthodes fondées sur les sciences nucléaires avec l'impact sur les gaz à effet de serre et leur répartition et leur impact sur les différents écosystèmes. Un grand nombre de ces technologies sont utilisées pour le traitement de l'eau, pour des études sur la qualité des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique. La démystification des sciences et technologies nucléaires et un renforcement de la coopération dans ce domaine avec la société dans son ensemble est tout à fait fondamental pour répondre aux défis fondamentaux qui se posent en matière de changement climatique. Donc, pour notre étude, pour déterminer les liens entre les services écosystémiques et le soutien que peuvent apporter les sciences et les technologies nucléaires, nous avons travaillé sur un certain nombre d'outils isotopiques et nous sommes concentrés sur l'évaluation, la remise en état des services écosystémiques. Nous avons corrélé les données à l'état et aux tendances en matière de services écosystémiques qui sont vraiment la référence de cette étude. Nous avons travaillé sur les processus d'urbanisation. Nous avons analysé la convergence entre la contribution des sciences et des technologies nucléaires aux écosystèmes et l'agenda du développement durable et avons établi une corrélation avec l'ODD 11 qui est ville et communauté durable. Donc, la sécurité en eau est tout à fait importante dans les mégapoles. La concentration de la demande de millions de personnes sur une zone restreinte a un impact très fort et met une tension très forte sur les sources en eau. La sécurité en eau est un des éléments clés de l'agenda 2030 parce que c'est un objectif mondial dans son ensemble qui vise à assurer la disponibilité et la gouvernance de l'eau et de l'assainissement pour tous, et aussi parce que ça fait partie de toute une série d'objectifs qui sont liés à d'autres ODD, liés à la santé, à la consommation et aux écosystèmes terrestres. Dans une analyse mondiale de l'approvisionnement en eau, on a regardé quelles étaient les zones et les nombres de villes vulnérables par catégorie, avec donc des catégories vulnérables et menacées et non menacées qui ont été définies à partir de 2010 et avec une projection à 2040 pour un certain nombre de villes dans différents pays. Donc, avec des villes de plus de 750 000 habitants. Et l'impact du changement climatique n'a pas été pris en compte. Et l'on a constaté que 35% des grandes villes en 2010 étaient vulnérables et que cette proportion était passée à 44% en 2040, avec d'ores et déjà, dans certains endroits, une pénurie d'eau. Et le nombre de villes vulnérables est passé de 25 à 31 de 2010 à 2040, soit une augmentation de 25% du nombre de villes vulnérables. Alors, pour lutter contre les pénuries d'eau dans les villes, outre les investissements dans les infrastructures et autres travail en matière de gouvernance, il faut protéger les écosystèmes qui sont responsables de la production d'eau. Ceci est absolument indispensable. Donc, voici les avantages et les bénéfices que la nature peut apporter, toute une série de services écosystémiques, donc la contribution
Les contributions sont montrées ici et vous pouvez voir ça dans la figure qui est à l'écran avec différents services qui jouent un rôle fondamental pour les humains. Dans ce diagramme, eh bien, on peut voir le lien entre les services écosystémiques et le bien-être humain. Et puis, l'on constate aussi une dégradation de la capacité des écosystèmes à fournir ces services. C'est la raison pour laquelle la gestion et la bonne gouvernance de l'eau inclut de façon intégrée un certain nombre d'éléments comme le changement climatique, la résilience urbaine pour contribuer à l'agenda 2030. Les pays les moins développés et les personnes les plus pauvres qui dépendent des écosystèmes sont les plus affectés par cette dégradation. Ils ne peuvent pas compter sur leurs écosystèmes pour les services nécessaires, ce qui exacerbe les disparités entre les populations et donc la réalisation des objectifs de développement durable est très différente donc d'un pays à l'autre. L'agenda 2030 demande une approche à intégrer sur les aspects sociaux du développement durable. Et selon l'agenda 2030, et donc les objectifs sont combattre les inégalités, éradiquer la pauvreté, protéger l'environnement, le climat, l'inclusion sociale, etc. Et tout cela doit être pris en compte par la communauté mondiale. La science est un domaine qui permet des stratégies innovantes pour réaliser les objectifs de l'agenda 2030. Il y a des sujets qui doivent contribuer donc aux nombreux ODD, c'est-à-dire combattre la faim, avoir l'eau potable, l'assainissement, une énergie abordable, l'action climatique, la vie subaquatique et la vie sur Terre, entre autres. Et tout dépend de la conservation des écosystèmes et leurs services. Alors, il y a la biorésilience et ces sciences et ces technologies doivent être utilisées pour atteindre l'objectif 11 des villes et des communautés durables et inclusives, résilientes, durables et qui ont une relation directe avec les écosystèmes et les services. L'objectif est également de protéger le patrimoine naturel et culturel. Et il y a également les qualités nucléaires qui sont utilisées pour la qualité des eaux et pour étudier l'impact et les mouvements des polluants et les mise en péril des écosystèmes et leurs services. Je ne vais pas tout dire, mais ce sont juste des exemples pour vous montrer que les technologies nucléaires peuvent permettre la réalisation de ces objectifs spécifiques. Et les corrélations sur les tableaux vous montrent les menaces qui se pèsent et les techniques peuvent être utilisées pour évaluer les écosystèmes océaniques et également l'empreinte de la pollution naturelle et due à l'homme.
Les technologies nucléaires peuvent également combattre la faim, améliorer la durabilité et la culture de manioc en Afrique, utilisant la science nucléaire, a triplé la productivité en utilisant des isotopes d'azote pour suivre la qualité de l'eau. L'application des techniques nucléaires peuvent permettre une production optimisée et le développement durable. La sécurité de l'eau est critique pour le développement humain et pour la durabilité économique. Ces technologies nucléaires donnent des informations très importantes sur l'eau, sur la conservation et sur l'impact humain sur le climat. Les sources de pollution viennent des établissements urbains, représentent vraiment une très grande partie de la pollution marine et les techniques basées sur des isotopes nucléaires sont extrêmement performants dans ce domaine. Oui, pour les études des systèmes, des services d'écosystèmes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de connaissances fragmentées dans ces domaines. Or, il faut avoir une approche globale basée sur les nouvelles technologies pour que les chercheurs et les décideurs politiques puissent travailler ensemble avec ces nouvelles technologies qui reflètent les toutes dernières innovations et ce sont des solutions qui sont techniquement et scientifiquement tout à fait viables. Est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît? Étant donné la relation entre les objectifs de développement durable et les services écosystémiques, euh, nous savons à quel point il est important d'avoir un agenda universel et pouvoir répondre aux besoins des populations qui croient très rapidement et qui occupent de plus en plus de territoires. La question des ressources naturelles, l'impact sur les humains, notamment la pénurie d'eau douce et les conséquences multiples, exacerbent les défis qui se posent à l'humanité. Et dans ce contexte complexe, les technologies nucléaires sont tout à fait à même de pour permettre de répondre aux objectifs de développement durable, notamment pour la récupération des ressources en eau. Les scientifiques doivent être impliqués et il faut un lien avec les décideurs publics pour qu'on puisse réellement appliquer les outils basés sur la science pour conserver les écosystèmes et leurs services. Les stratégies sont urgentes pour favoriser la résilience et il faut donc utiliser la science, en particulier la science nucléaire et les technologies nucléaires. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Je vais commencer la question-réponse tout de suite avec les questions qui sont apparues dans le chat. Donc, il y a une question posée à Uche. Quel est le type de données à distance qui sont captées, qui sont utilisées dans l'étude nigérienne? Nous utilisons des informations venant de Google Earth. Les données de 1977 étaient des données venant des photos aériennes. Merci. Autre question pour Eloïsa, je crois. Si les plans directeurs sont vieux et obsolètes,
Que faut-il utiliser dans la planification urbaine afin de bien prendre en compte l'expansion de la population? Merci beaucoup. Au Brésil, les plans directeurs sont euh, régis par la législation municipale. Donc, même si un plan directeur est obsolète, il faut être respecté. Il est en partie renouvelé par moment, hein. Mais tous les 10 ans, il faut que les plans soient renouvelés. Donc, 10 ans, ce n'est pas une échelle très longue en matière de planification urbaine, mais il se passe beaucoup de choses, même en dehors des plans. Vous savez, même quand le plan vient d'être renouvelé, cela dépend de la dynamique des agents. Donc, il faut utiliser d'autres instruments, d'autres outils pour la planification, pas seulement le plan directeur, afin d'éviter prendre en compte ces nouvelles expansions. Mais évidemment, parfois, ça devient un sujet extrêmement polémique. Merci beaucoup. J'ai une autre question pour Mariam. Concernant le processus de planification que vous avez évoqué dans votre présentation, vous avez dit que le processus est ouvert et transparent et qu'il y a un vrai engagement de la part des parties prenantes. De quelles parties prenantes s'agit-il? Qui participe au processus de planification? À quel niveau s'agit-il des représentants locaux? S'agit-il des représentants des associations, des utilisateurs de l'eau? Donc, quel type de parties prenantes sont impliquées dans la partie planification? Donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question concerne les données. Vous avez dit que parfois les données sont lacunaires. Vous avez dit que parfois les données arrivent, mais un peu trop tard. Donc, comment est-ce que le régulateur gère ces informations qui arrivent trop tard ou qui sont parcellaires? Merci. Merci pour vos questions. Concernant la première question, d'après notre loi, le régulateur, avant de définir les tarifs et les prix, avant de prendre des décisions qui ont un impact sur l'état socio-économique des consommateurs, est obligé d'organiser des réunions avec des parties prenantes. Il s'agit des réunions publiques avec la présence des représentants, notamment des consommateurs. Et d'après notre loi, les ONG qui protègent les droits des consommateurs doivent également participer à ces débats publics et représenter les besoins et les intérêts des consommateurs. Les réunions sont ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au sujet et à ces décisions. Concernant la deuxième question, ces données sont liées essentiellement au volume et aux quantités de consommation. Les consommateurs doivent prendre des photos envoyées par email ou par d'autres moyens disponibles. Et tous les consommateurs n'ont pas forcément cette possibilité ni ces ressources. C'est pour cela que les régulateurs organisent le suivi des quantités consommées.
Chaque année, les représentants des régulateurs et le ministère des Ressources en, en énergie organisent le suivi des données. Nous encourageons également des investissements dans la numérisation des services d'approvisionnement en eau et tout cela pour favoriser les échanges d'informations entre les fournisseurs et les consommateurs. Merci beaucoup, Mariam, pour votre réponse extrêmement complète. J'ai d'autres questions pour Uche Elogne. Je pensais que les études de cas que vous avez partagées étaient très intéressantes. Vous avez donné les tendances démographiques, d'urbanisation, de changement climatique qui exacerbent les problèmes liés à l'eau et les pressions sur l'eau en termes de qualité et en termes de quantité. Et vous avez également évoqué la nécessité d'une cohérence transsectorielle des politiques entre les politiques de l'eau et la politique d'occupation des sols. Et également, je rajouterai la politique de valorisation des déchets. Donc, dans vos études de cas, y avait-il un outil ou un mécanisme qui a été mis en place afin de coordonner ces différentes politiques, les politiques de l'eau d'un côté et les politiques d'occupation des sols de l'autre? Est-ce que il y avait un outil qui a été élaboré? Y a-t-il eu une tentative de coordonner et d'aligner ces politiques afin d'avoir une plus grande cohérence? Qui veut répondre, Eloïsa, peut-être d'abord? Alors, c'est une question extrêmement difficile, mais tout à fait pertinente. Alors, je dirais qu'en théorie, nous avons beaucoup d'outils. Nous avons des comités. Nous avons des comités au niveau de la ville, des municipalités, des comités des services de l'eau. Donc, ce sont vraiment ces comités et c'est à ce niveau-là que une vraie interdisciplinarité, une cohérence transversale peut exister. Mais tout dépend également de la volonté des maires, des conseillers municipaux de stimuler ces échanges et cette coopération pour qu'elle ait lieu. Et dans les cas où nous avons constaté que ce type de coopération existait et dans les périodes où elle a existé, c'était extrêmement positif et fructueux parce que beaucoup de choses ont été réalisées. Mais tout dépend de la volonté politique et technique. Nous avons quelques exemples de politiques, même des politiques au niveau local, qui changent dès que le maire change, dès que l'équipe change. Et même si les instruments existent, ils ne sont pas utilisés. Il faut dire que nous avons eu une législation urbaine extrêmement avancée. Donc, nous avons de nombreuses possibilités fournies par la loi. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, toutes ces idées et tous ces outils ne prennent pas vraiment racine et ce n'est pas suffisant d'avoir la réglementation. Il faut toujours une volonté, une compréhension politique pour que cela puisse prendre forme. Alors, nous avons évoqué les zones périurbaines. Nous avons également une agence périurbaine dont la vocation est de stimuler la coordination de toutes ces actions. D'une certaine mesure,
ces agences arrivent à le faire, mais pas toujours, pas toujours. Donc, il faut une nouvelle agence qui doit être renforcée, qui doit avoir peut-être plus de moyens et de ressources humaines afin de mettre ces politiques à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Uche, est-ce que je peux me permettre de vous poser la même question par rapport à votre étude de cas? Oui, bien sûr, à ma connaissance, certaines de ces politiques existent, mais il n'y a pas vraiment de cadre intégré pour traiter ces questions. Il y a la loi sur l'aménagement du territoire, l'occupation des sols. Et il y a également un plan de gestion qui donne des précisions quant à la construction qui doit être éloignée de 50 mètres de la rivière, etc., etc. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont déployés pour suivre l'application de ces lois. Il y a des agences qui existent, mais il n'y a pas vraiment de synergie. L'agence de développement du capital ne s'occupe pas de ces choses-là. Et les autorités de gestion de l'eau souhaitent avant tout faire en sorte qu'il y ait de l'eau potable pour tous les riverains. Donc, tout le monde travaille en cavalier seul, plus ou moins. Personne ne travaille de façon intégrée. Donc, c'est très difficile parfois. Et il y a la mise en œuvre des conclusions de telle ou telle recherche, mais ce n'est pas fait systématiquement. Merci beaucoup. Effectivement, la question que vous soulignez est quelque chose que nous avons pu constater dans les résultats des travaux qui ont été réalisés par l'OCDE sur la gouvernance de l'eau dans les villes en Afrique et comme dans de nombreuses villes de par le monde. D'ailleurs, il y a effectivement cette question de cohérence générale en matière de politique sectorielle et aussi dans le contexte de ces méga tendances qui ont un impact très important sur la qualité et la quantité de l'eau. Évidemment, là, ça a un impact considérable, bien sûr. Héloïsa, si je peux me le permettre, je voudrais poser une brève question parce qu'il ne nous reste que quelques minutes. Et c'est vraiment une question de curiosité personnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le paiement de ces régimes de services écosystémiques que vous avez mentionnés par les municipalités et les agences nationales? Est-ce que vous pouvez dire très rapidement, est-ce que vous pouvez nous décrire très rapidement comment ça fonctionne? C'est un système très intéressant. Nous avons un exemple dans la municipalité de Trem, qui est à la limite de Minas Gerais et de São Paulo. Et celui que j'ai mentionné, ou plutôt celle que j'ai mentionnée, est l'une des municipalités qui s'appelle… Ah, j'ai oublié le nom qui me sort de l'esprit, mais ce n'est pas grave. Là, le secrétaire de l'environnement municipal met en place un programme avec les agriculteurs locaux pour les orienter, pour les guider, de façon à ce qu'ils protègent les sources d'eau. Il les conseille sur la végétation à planter et sur la façon dont on peut protéger la source d'eau dans la zone, les conseillant de ne pas utiliser des produits agrochimiques, etc. Et donc, avec le soutien du secrétaire municipal, les agriculteurs commencent à adhérer au projet et ainsi, on a réussi à remettre en état de nombreuses sources. Ça a été très réussi.
et ils reçoivent un paiement en numéraire à la fin de l'année qui n'est pas considérable, mais qui est suffisant pour eux, pour qu'ils continuent à participer au programme. Alors, même si j'ai des sentiments un peu mitigés sur le fait que l'on paye comme ça en cash pour que quelqu'un fasse quelque chose qui relève de la protection de l'environnement, enfin, en tout cas, ça a quand même bien fonctionné. Et ça pourrait être peut-être reproduit ailleurs dans l'ensemble du bassin versant. Mais jusqu'à ce stade, c'est une expérience simplement au niveau d'une seule municipalité. Mais ça a bien fonctionné. Merci beaucoup. J'ai aussi une brève question pour Amanda. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur les développements futurs de votre projet de recherche et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour pousser votre réflexion et vos travaux de recherche dans le domaine de la contribution des sciences nucléaires et des technologies nucléaires aux services écosystémiques? Je suis assez récemment venue dans le domaine des sciences et technologies nucléaires. Donc, cette étude était plutôt une évaluation dont la façon dont ces sciences ont d'ores et déjà contribué à la protection de l'environnement et à renforcer la sécurité de l'eau et essayer de voir comment si ces sciences et technologies nucléaires peuvent contribuer à atteindre les ODD. Donc, c'était plutôt une recherche de nature documentaire en quelque sorte. Mais il y a aussi beaucoup de façons d'améliorer cela. Je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, on pourrait approfondir cela par la suite. En tout cas, c'est l'idée que nous avons. Très bien. Merci beaucoup. Nous en arrivons au terme de cette session et je voudrais bien sûr tous vous remercier pour ces présentations. Merci d'avoir aussi répondu aux questions, d'avoir participé à cette séance de questions-réponses. Merci. Merci à tous. Je pense que nous serons en mesure d'avoir accès aux présentations par la suite également. On aura accès à ces présentations sur la plateforme. Donc, merci encore une fois pour ces présentations sur les outils de planification, pour les études de cas que vous avez partagées avec nous. Alors, bien sûr, je réfléchis aussi au travail qui est fait par le CDE sur la gouvernance de l'eau au niveau des villes. Et il est clair que vous avez mis en lumière un certain nombre de méga-tendances, d'un accroissement des risques liés à l'eau qui menacent aussi la sécurité en eau dans un grand nombre de régions. Donc, je vous remercie de ces contributions. Et je donne la parole à Xizi, qui va faire la clôture de cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Salvetti. Merci à tous les intervenants pour ces présentations très intéressantes. Je remercie aussi, bien sûr, l'ensemble des participants. Merci de votre attention, merci de votre intérêt pour cette session. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente soirée et merci encore et à bientôt.
Notre époque connaît des changements sans précédent. L'activité humaine augmente, les villes s'étendent. Aujourd'hui, plus que jamais, l'eau a besoin de nous. Le traitement de l'eau, c'est notre responsabilité. Une histoire d'hommes, de femmes, faite d'engagement et de savoir-faire. C'est notre histoire au SIAP. Nous collectons, transportons et dépolluons les eaux usées de 9 millions de franciliens. Notre réseau de 440 km de canalisation est géré en temps réel, avec des outils de prévision et de régulation qui nous permettent d'anticiper toutes les situations et d'optimiser la gestion des flux. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque jour, dans nos usines, nous traitons 2,5 millions de mètres cubes d'eau usée. Grâce à un savoir-faire et des équipements uniques en Europe. Notre vision est durable, tournée vers le long terme. Nous nous engageons à développer notre activité industrielle de manière responsable. Nous investissons régulièrement dans la modernisation de nos usines et dans le développement de solutions innovantes et protectrices de l'environnement. Chacun de nous, dans son métier, se sent porteurs du service public et de l'intérêt général, au service de notre mission, la préservation du milieu naturel et de la biodiversité. Au SIAP, nous sommes fiers d'être une entreprise publique forte de 40 ans d'expérience au service de l'agglomération parisienne. Et nous sommes plus de 1700 agents à partager cet engagement et cette passion. Pour aujourd'hui et pour demain.